Salut à toutes, salut à tous. C'est le retour du PL Club après un mois de janvier réservé en grande partie à la Cup. Nous allons plonger ensemble vers la 23e journée de Première Ligue avec sur le plateau Jean-François. Salut Serge. Bruno. Bonsoir. Et puis toujours à distance mais toujours bien présent, Christian. Salut Christian. Bonsoir messieurs. Je vous disais qu'on va se consacrer aux principaux matchs de la 23e journée. Mais la 22e journée n'est pas encore tout à fait terminée. Il reste encore 2 matchs à disputer ce jeudi soir. West Ham, Bournemouth et Wolverhampton, Manchester United. 2 matchs que vous pourrez bien sûr voir et suivre sur VOO Sport World. Et pour commencer l'émission... Le grand perdant, c'est déjà Aston Villa. C'est déjà Aston Villa. Mais on va découvrir tout ça. On a une séquence avec tous les buts, ou en tout cas les principaux buts et les résultats de cette 22e journée qui a commencé mardi avec Arsenal qui a été s'imposer du côté de Nottingham Forest avec des buts marqués par Gabriel Jesus. 2 buts marqués en deuxième mi-temps. Le deuxième a été marqué par Bukayo Saka. Nottingham Forest a fait 1-2 en fin de partie, mais 3 points pour Arsenal. Ça fait du bien pour... évidemment, se lancer à la poursuite du leader Liverpool, puisque ce sera un des gros matchs de ce week-end. Arsenal accueille Liverpool dimanche. Le score le plus spectaculaire est venu du côté de Luton, messieurs. C'est déjà 1-0 après 2 minutes et 2-0 après 3 minutes de jeu. Adebayo fait le 1-0, Ogbene et Luton va atomiser Brighton sur un score de 4-0. C'est comme ça qu'on sauve sa peau en Première Ligue avec des exploits comme ceux-là. Affaire à suivre. Hein. Oui, parce qu'en plus, Luton, qui était l'équipe condamnée par tout le monde en début de saison, sort pour le moment de la zone de relégation avec notamment, je vous le disais, un triplé d'Adebayo. 3-0 et 4-0 en seconde période. Score final, grosse victoire pour Luton qui à domicile reste quand même une équipe très très difficile à manœuvrer. Du côté de Crystal Palace, on voit le but de la victoire en deuxième période face à Sheffield United. C'est une autre équipe qui est lancée dans la course au maintien. Ça fait du bien à Crystal Palace. But marqué par Olise. Il y a eu un doublé également d'Eze. Du côté d'Aston Villa, équipe invaincue à domicile cette saison. Ça s'est très mal déroulé face à Newcastle. 2 buts marqués par Newcastle en l'espace de 3-4 minutes en première période. 2 fois sur corner. Fabian Schär qui 2 fois sur corner permet à Newcastle de mener 0-2. Newcastle qui était une des plus mauvaises équipes en déplacement, mais qui va réussir donc l'exploit d'être le premier à gagner à Villa Park cette saison en Première Ligue avec un 3e but marqué en deuxième période. C'est contre son camp par Moreno. Score final 1-3. Ça permet à Newcastle qui restait sur 4 défaites consécutives de se relancer à la course à l'Europe. Manchester City n'a pas fait dans le détail face à Burnley. C'est évidemment le retour de Vincent Kompany du côté de Manchester City et Alvarez a marqué déjà un but à la fin du premier quart d'heure. Il est de retour, Kevin De Bruyne à l'assist sur ce coup franc. 2e but marqué par Alvarez. Et première titularisation en commun de Doku et de Kevin De Bruyne. Oui, Alan démonté en deuxième mi-temps, donc il est retour de blessure, mais le 3-0 est signé Rodri. Burnley va marquer en fin de rencontre. Score final 3-1, Manchester City donc, qui prend les 3 points. Tottenham l'a emporté 3-2 dans un match compliqué face à Brentford. Voici le but de la victoire, en tout cas celui qui permet à Tottenham de marquer un 3e but. Score final 3-2, but marqué par Richarlison. Et on enchaîne avec le gros match du mercredi soir. Vous étiez aux commentaires, Bruno et Jean-François. On peut dire que Liverpool a déroulé face à Chelsea. 4 buts marqués, 4 poteaux et transversales pour Darwin Nunez. Il n'y a pas photo. Non, on voit des buts dans tous les matchs. On a eu une belle semaine. Mais on voit aussi, je trouve, des évolutions tactiques qui sont surprenantes dans un championnat certes difficile, mais dans lequel parfois on peut se poser des questions sur les comportements défensifs de certaines équipes. Donc voilà, des buts, mais pas mal d'erreurs défensives aussi. On a surtout découvert ce jeune Connor Bradley. 20 ans. Sa 2e titularisation. Il est à 1 but et 2 assists. Chapeau. C'est l'homme du match, en tout cas, oui. De ce mercredi. Liverpool qui continue sa route en tête du classement. Grosse victoire face à un Chelsea quand même très décevant. Alors, on se demande quand même... Avec des joueurs trop faibles pour ce niveau-là, en tout cas. Des joueurs très chers, mais trop faibles. Trop cher. Oui. Madueke, Badiachil,
ils ont souffert. Mais On en a d'autres. si on parle de Chilwell jeu. qui a peu de temps de jeu. Oui, ou qui a souffert aussi. Caicedo, je trouve l'impact qu'il a sur le jeu. Et si on se dit, tiens, on a un milieu de terrain avec Caicedo, Fernandez et Palmer, par exemple, ça doit quand même être costaud. Eh bien, hier, ils ont explosé du côté de Liverpool face à l'intensité, quoi. C'est pas compliqué. Cole Palmer, depuis qu'il est là, c'est 40% des buts de son équipe. S'il lui est maîtrisé ou dans un mauvais jour, il vous reste quoi? Mais bonne nouvelle quand même. Nkunku monte, Oui, et Marc. marque. Voilà, un buteur se prépare. Un mot encore sur Liverpool. C'était la grosse info en première ligue de ces 10 derniers jours. Jürgen Klopp a annoncé qu'il quittait Liverpool en fin de saison. Il est arrivé, on le rappelle, en 2015. Voilà, ce sont ces derniers mois à la tête de l'équipe. Une décision, en tout cas une annonce assez surprenante, surtout qu'on ne l'attendait pas vendredi dernier, à quelques mois maintenant de la fin de la saison. Est-ce que ça peut avoir une influence quand même sur sa fin de règne? Oui, mais Et positif. sur les pour résultats moi. de Liverpool, positif. Oui, j'ai l'impression que ce sera une influence positive. Alors, je ne sais pas si c'était le bon timing ou pas. Probablement qu'il n'y a pas de bon et de mauvais timing pour ce genre de choses. Il a peut-être eu le sentiment que ça pouvait sortir peut-être par un autre biais que par lui-même. Il a voulu anticiper tout ça. Et je pense qu'avec ses joueurs et avec le groupe, si on considère que c'est une fin de cycle, quel merveilleux objectif pour tout un groupe que de terminer ensemble avec 4 titres encore atteignables cette saison. Donc, Ils sont en voilà. tête de la Première Ligue, ils sont en finale de Coupe de la Ligue, ce sera face à Chelsea, justement. Ils sont qualifiés en Cup et ils sont qualifiés aussi en Europa League. Tout va bien pour Liverpool. Maintenant, je pense que le club va rentrer en négociation costaud avec, entre autres, Van Dijk, Salah, Alexander-Arnold. Et puis avec un nouveau manager aussi. Mais je pense que ce sont des négociations qui prennent des mois et qu'il vaut mieux que les joueurs sachent Exactement. à l'amorce de ces négociations qu'il y aura un nouveau coach C'est juste. et un nouveau staff technique. Voilà, affaire à suivre donc du côté de Liverpool. On reparlera des Reds dans quelques minutes parce qu'ils vont se déplacer dimanche du côté d'Arsenal. Les faits marquants, alors qu'on le disait, cette 22e journée n'est pas encore tout à fait terminée. 4 victoires consécutives pour Manchester City et pour Liverpool. Est-ce que le titre va se jouer entre ces deux équipes? Peut-être. On aura une réponse ce dimanche. On aura une réponse certainement avec Arsenal, qui doit absolument battre Liverpool s'il veut rester dans la course au titre. Brighton, c'est une victoire en 7 matchs. Il y a une baisse de régime du côté de Brighton, c'est pas étonnant. Non, c'est un peu même au-delà de la baisse de régime. Je trouve que Un effondrement, ça. c'est un effondrement, mais surtout, je trouve que c'est dans les. Et je parlais tout à l'heure de certaines évolutions tactiques un peu surprenantes ou des comportements défensifs un peu surprenants. Brighton fait partie de ces équipes qui parfois peuvent nous laisser perplexes par rapport à des principes de jeu élémentaires. Et si on peut nous remontrer le panneau avec la suite des faits marquants, parce qu'il y a aussi évidemment la lutte pour le maintien. C'est compliqué pour Burnley et Sheffield qui commencent franchement à faire du surplace. Et puis Aston Villa, une victoire en 5 matchs. C'est vrai qu'Aston Villa, qui était 4e avant la 22e journée, là, connaît une période un peu plus difficile, notamment cette défaite à domicile face à Newcastle. Ouais, on devrait avoir Youri Tielemans en interview demain matin. Il y a un petit slot là pour lui parler. Donc on verra. On aura peut-être des réponses et on parlera de ça dans l'Europe des 11 lundi notamment. Le rendez-vous est pris. Autre rendez-vous, c'est le premier match que l'on va traiter dans ce PL Club. C'est celui de dimanche en début d'après-midi. Manchester United face à West Ham. On se retrouvera donc du côté d'Old Trafford pour une équipe de Manchester United qui ne pointe qu'à la 9e place pour le moment avec 32 points. Et 9 West défaites. Ham et 9 défaites. West Ham est 6e avec 35 points. On rappelle que cette émission est enregistrée et diffusée pour la première diffusion en tout cas avant les rencontres de jeudi soir. West Ham, Bournemouth et Wolverhampton, Manchester United. On commence avec les Red Devils. Une 9e place tout à fait inacceptable pour ce club qui est quand même le club qui a gagné le plus de titres de champion d'Angleterre dans son histoire et qui a bien des difficultés à se sortir de l'ornière. On va en parler avec Christian très certainement. La saison dernière, ils ont 9 défaites au total, déjà 9 aujourd'hui, pour terminer 3e, mais avec une des plus faibles attaques avec Aston Villa du top 9. 30 buts de moins, marqués de moins qu'une équipe comme Arsenal, par exemple. Rashford a éclaboussé de son talent avec ses 17 buts et ses assists, mais aujourd'hui, McTominay 5 buts, Rashford aux abonnés absents ou en boîte de nuit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai problème aussi
offensif du côté des Red Devils. Que serait une grande équipe sans de grands buteurs? Que serait Klopp sans Salah? Meilleur buteur de l'histoire de Klopp, meilleur donneur d'assist depuis que Klopp est là aussi. Donc imaginez un peu, ils vont aller le chercher où ce buteur? Ils avaient espéré que ce soit Højlund. Bon, il commence à marquer, mais ça reste encore beaucoup trop peu par rapport à l'investissement. Oui, on a déjà dans les émissions précédentes évoqué avec Christian aussi ce rapport qualité-prix. Alors on peut compter évidemment les salaires aussi, ce qu'ils payent par mois à ces joueurs-là, donc ça coûte une fortune en fait. Et on peut se dire que oui, aujourd'hui dans le secteur offensif, il n'y a personne qui prend le leadership réellement et c'est un gros problème. On va en reparler dans quelques instants avec Christian. Je vous propose de voir les derniers résultats de cette équipe de Manchester United, qui s'est quand même qualifié en Cup il y a quelques jours. C'était du côté de Newport, donc un club de division inférieure. Mais regardez, c'est un tableau fait par Christian. Il y a plus de rouge que de vert. Oui, et là, on est toutes compétitions confondues. Oui. Mais vous savez que cette équipe, elle marque moins que Luton. Imaginez un peu, elle marque moins qu'une équipe comme Luton. C'est Manchester United. Donc, il y a un problème structurel. Mais ça, on le dit depuis combien de saisons? On peut voir peut-être les buts marqués par Manchester United parce que les Red Devils marquent quand même de temps en temps des buts et ils restent en championnat sur un 2 buts partout face à Tottenham. C'était à domicile. Oui, c'est un joli but. Voilà, Højlund. Voilà, c'est très joli but. C'est une frappe en pleine lucarne. De mémoire, c'est son 2e but en Première Ligue cette saison. Il a marqué quelques buts en Ligue des Champions. C'est un attaquant qui a des qualités athlétiques et on s'en rend compte dans sa manière de mettre la pression sur l'adversaire, de pouvoir résister à certains duels, etc. Le problème, c'est qu'il se dépense énormément pour le bien de l'équipe, et notamment dans son travail défensif. Et donc, du coup, il n'est plus toujours au rendez-vous au moment où il faut terminer les actions. Moi, j'ai juste envie de dire qu'à domicile, cette saison, ils ont déjà concédé quand même 4 défaites. Le rapport, évidemment, le ratio entre buts marqués et buts encaissés est négatif aussi. Même à domicile, c'est quand même... Bon, et ils sont battus contre Crystal Palace, contre Manchester City, contre Bournemouth et contre Brighton. Mais est-ce que c'est pas un club en crise permanente? Est-ce que la 3e place de la saison dernière ne fait pas un écran de fumée il y avait par rapport à en Coupe de la Ligue aussi, qui a peut-être un petit peu permis à Ten Hag de gagner du temps. Une victoire en Coupe de la Ligue. J'ai cru sur ce plateau aussi ici que Ten Hag était l'homme de la situation et je l'en ai parlé l'année passée. Il me charriait. Il le sera peut-être, mais à terme. Il me charriait pour ça, Serge, mais je pense que c'est vraiment dans la structure même du club et moi c'est vrai que cette explication est arrivée relativement tard, mais il faut garder en tête ce que Ronaldo disait sur le club et sur l'évolution du club dans la modernisation. Je pense qu'il y a une étape qui n'a pas été franchie et voilà. Donc c'est bien de dépenser de l'argent, mais il y a aussi toute une structure à mettre en place pour professionnaliser ce club au mieux. On va revenir sur le jeu et donc sur l'aspect offensif. Et là, c'est à ce moment-ci de l'émission qu'on fait appel à l'analyse de Christian parce que cet aspect, cette division offensive du côté de Manchester United interpelle et inquiète. Un entraîneur qui vient d'un club comme Ajax, qui a survolé le championnat, qui était dans le jeu dominant placé, le jeu dominant rapide. C'est une équipe qui s'est imposée tout le temps dans le camp d'adversaire. Il arrive à Manchester United, il ne sait pas reproduire cela et donc il utilise beaucoup le jeu rapide, la profondeur, les reconversions rapides, les face-à-face. Et maintenant, il était l'un des meilleurs dans tous ces domaines-là. Ça a permis de quand même d'accrocher cette 3e place. Et puis maintenant, il se retrouve cette saison où tous ces résultats-là, toutes ces forces-là n'existent plus. On va le voir sur l'infographie. Aujourd'hui, on est passé de 23 buts en face-à-face dans la profondeur à 1 but sur toute la saison. C'est la plus mauvaise performance. Alors, comment expliquer l'impact d'un entraîneur dans un club? Il a eu du temps, il a mis les choses en place, et les joueurs sont restés. C'était Rashford, c'était Fernandes, ils étaient là la saison passée. Il a perdu Ronaldo à un certain moment, mais voilà, il y avait moyen quand même de le remplacer. Et aujourd'hui, on passe de force extrême, où on est les meilleurs, au plus mauvais de la Ligue. Moi, je me pose des questions et je me dis, c'est quand même bizarre. Alors, je vous propose de voir le seul but marqué sur face-à-face cette saison par Manchester United. On a déjà dépassé la mi-saison, c'est quand même assez étonnant. Quand Christian m'a dit ça, j'ai eu du mal à le croire. En tout cas, j'étais très étonné. Oui, mais Rashford était plus en pointe à cette époque-là et maintenant le profil de l'attaquant avec Højlund est assez différent. Donc je pense que c'est une partie d'explication. Martial qui marque ici mais qui est blessé pour le moment. Donc voilà. C'est pas que pour le moment. Il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain depuis qu'il est arrivé il y a plusieurs saisons.
mais donc je pense que c'est ça aussi le souci, c'est que les attaquants qui ont de la verticalité, malheureusement, soit ne jouent pas vraiment en pointe, soit partent du côté, c'est le cas un petit Rashford, peu de Rashford. Et puis aussi, moi je m'étais fait une réflexion quand j'avais vu Manchester jouer il n'y a pas longtemps, c'est que parfois ils partent tellement bas qu'il faut jouer extrêmement juste. Ouais, Quoi. Donc, et Garnacho, quand même, qui a fait des bons matchs, qui est en forme, mais c'est aussi un joueur qui est plutôt dans la profondeur, effectivement. Mais c'est une équipe qui manque de collectif. On sort d'un direct avec Liverpool. Quand vous voyez cette masse de joueurs, cette pression que mettent les attaquants qui deviennent les premiers défenseurs en cas de perte de balle, aujourd'hui, moi, je ne retrouve pas ça du côté des Red Devils. non, et l'agressivité dont vous avez fait preuve la saison dernière dans certains matchs, et notamment des matchs au sommet, on ne retrouve pas ça cette année-ci. Et c'est vrai, c'est bien de comparer ça à ce qui se passe du côté de Liverpool, où on a vu encore hier des pressings à 2, à 3, à la perte de balle, avec une intensité absolument incroyable. Je trouve qu'il n'y a pas cette même intensité aujourd'hui du côté de Man U. Après, il y a cette liste de blessés. Maintenant, on va voir, il y a Shaw, il y a Casemiro, il y a Martinez, il y a Anthony qui ont rejoué en Cup. On va voir s'ils vont pouvoir être alignés ce week-end et si Ten Hag va récupérer un noyau un peu plus complet. Mais vous vous souvenez quand même de l'identité de cette équipe. C'est une équipe qui allait au pressing, qui avait du mordant, qui ne lâchait rien. Après, il y avait des joueurs de classe mondiale. C'est vrai, on peut peut-être pas toujours avoir une génération à ce point exceptionnelle. Mais au moins, ils ne lâchaient rien. Aujourd'hui, on voit des joueurs qui sont bons 80% du temps en match, mais vous ne gagnez pas un match en première ligue comme ça. Justement, le match aller, on va revoir les buts du match aller entre West Ham et Manchester United. On était au mois de décembre du côté du London Stadium et franchement, on a vu le mauvais visage de Manchester United ce jour-là parce que West Ham a fait la différence et a franchement largement mérité sa victoire en étant présent au bon moment avec notamment Bowen et puis ici le Jean Mainou, voilà, qui est un joueur intéressant mais qui avait précipité la défaite en perdant cette balle et en permettant à Kudus de faire le 2-0. C'était le score final du match aller. Oui, à une époque, on pouvait encore dire qu'il y a un problème individuel. C'est des Gea qui ne fonctionnent pas. C'est l'entrejeu, il nous manque un joueur. On se rend bien compte quand vous changez les joueurs, il y a un vrai problème collectif et de groupe et de gestion de groupe. Alors, sur West Ham, on va aller du côté de Christian parce que c'est une équipe qui... Voilà, la plupart du temps, on sait qu'avec Moyes, ils ont gagné notamment la Conference League la saison dernière, qu'ils ont bien fait un bon championnat, qu'ils sont toujours dans la course à l'Europe, mais c'est une équipe avec des hauts, avec des bas, et qui se repose quand même beaucoup sur les transitions rapides, donc sur un jeu plutôt porté vers la contre-attaque. Mais là aussi, il y a eu beaucoup de changements, puisqu'il y a 2 saisons, ils étaient les plus forts sur le jeu dominant placé, les centres, et alors beaucoup de buts de Michael Antonio au cordeau. Puis la saison passée, il y a eu beaucoup de carences dans ce domaine-là, ils n'ont pas su progresser. Et puis maintenant, ils ont décidé de passer à un autre système, c'est-à-dire qu'ils vont jouer beaucoup plus haut, ils vont faire des récupérations de balles, et cette équipe a marqué déjà 11 buts sur transition rapide, c'est une des meilleures équipes du championnat. Donc là, en fait... ils ont aussi acquis comme un Ward Prowse pour les phases arrêtées. Donc en fait, ils ont décidé aujourd'hui d'être beaucoup plus performants dans les alternatives, dans les seconds choix. C'est-à-dire, regardez, de nouveau, ils étaient très bas. Il y a de nouveau une reconversion qui vient de très bas. Et puis l'autre équipe doit courir après le ballon avec notamment Kudus et Paqueta qui peuvent vraiment bien participer à cette transition rapide. C'est quelque chose qui fonctionne pour le moment et je suis persuadé qu'il ne va rien changer avant la fin de la saison parce qu'en fait, il a appris la leçon de la saison passée. On était un peu surpris de voir qu'il n'y avait aucune réaction par rapport à la mauvaise performance offensive la saison passée. Mais cette saison, il a quand même décidé d'avoir une alternative qu'il n'avait pas avant. Oui, ce match à Manchester, ce sera sans Paqueta, sans Antonio parce qu'ils sont blessés. Donc voilà, ils viennent de transférer vendredi, ils ont annoncé la signature le prêt de Phillips, Kevin Phillips, qui est prêté par Manchester City. Donc je pense qu'ils sont à leur place. Ils sont 6e quand même. Voilà, et on le voit, c'est une équipe, c'est plutôt dans le jeu direct. On ne passe pas avec des passes par le gardien. Moins des 4 premiers quand même. Il y a un trou là, entre les 4 premiers et les autres. En cas de victoire, ils mettent les Red Devils à 8 points. Hein. C'est West Ham, quoi. C'est incroyable parce qu'on vient de parler des problèmes de Chelsea.
Ils ont le même nombre de points. Les Red Devils ont Ouais, un point de plus mais- que les Blues de Chelsea. Mais quand on regarde l'effectif, l'équipe, je trouve quand même que cette équipe de West Ham est solide. Quoi. On parlait déjà les autres années de Sosek, de Ward-Prowse. On a Fornals qui prend la place de Paqueta quand il ne joue pas. On a Ings qui joue la place d'Antonio. Il y a Phillips maintenant qui arrive. Enfin, je veux dire, c'est un bon noyau quand même. C'est un bon noyau. C'est des Moi, joueurs je pense qu'il y avait, d'expérience, hein. oui, et puis il y avait un problème d'identité. Christian vient d'expliquer par rapport à la saison dernière qui avait été un peu plus compliqué. Ce qui est marrant, c'est que les résultats obtenus en Europe, ils les ont obtenus avec plutôt l'identité de Stanesi, je dirais, que ce qu'il faisait l'année dernière en championnat. Donc, moi, je trouve que c'est assez cohérent dans le travail qui est effectué, mais ils sont à leur place aussi, c'est-à-dire dans une espèce de subtop un peu derrière les 4 premiers. Voilà pour cette rencontre entre Manchester United et West Ham, en n'oubliant pas donc que ce jeudi soir, West Ham accueille Bournemouth et que Manchester United se déplace du côté. Juste rajouter que Wolverhampton. West Ham doit faire attention, les 2 derniers matchs, ils prennent 2 cartons rouges, il ne faudrait pas que ce soit une mauvaise habitude qui Effectivement. perdure. Oui, parce que ça fait des joueurs suspendus et ça peut être des joueurs importants Exactement. dans un noyau qui n'est quand même pas très large pour David Moyes. Voilà pour cette rencontre. On passe à l'affiche, la grosse affiche du week-end. C'est un super Sunday puisque dimanche à 17h30, Arsenal reçoit Liverpool. Des Gunners et des Redskins ne se quittent plus parce que ça va faire la 3e fois en moins de 2 mois qu'ils s'affrontent. C'était 1-1 au mois de décembre du côté d'Anfield en championnat. C'était 0-2 au mois de janvier en Cup. Liverpool a été s'imposer à Arsenal. Et là, Arsenal, pour le moment, est 3e avec 46 points. Liverpool, leader avec 51 points. 5 points de différence entre les deux. Est-ce que c'est le match le plus important de la saison pour Arsenal ? S'ils perdent ou s'ils ne gagnent pas, ça va être compliqué d'aller titiller Liverpool et Manchester City, qui a un match de retard aussi dans la course au En titre. cas de défaite, ils sont à -8. Ouais. Là, ça devient compliqué. Et je pense qu'ici, on sait que City va aller au bout de quelque chose. Bon. Et Comme là, toutes les saisons. Comme toutes les saisons. On a besoin de connaître le vrai challenger. Est-ce que ça va être une course à 3 jusqu'au bout? On n'est pas habitué à ça en Première Ligue. Je pense qu'en cas de victoire des Reds, mais on a parlé de la problématique des attaquants, même si l'ensemble de l'équipe marque. Vous avez pas mal de buteurs à 4 buts, Saka c'est 7 buts, mais vous n'avez pas Non. ce joueur qui pourrait faire une vraie différence offensivement aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qu'il C'était faut? déjà le cas la saison dernière. Il n'y avait Oui. pas de vrai buteur non plus. Ils n'ont pas fini champion. Ils n'ont pas fini champion. Mais en tout cas, ce sont 2 équipes qui vont aborder, je pense, le match de dimanche de façon très différente sur le plan psychologique. C'est un peu la dernière chance pour Arsenal. À l'inverse, si Liverpool, à la limite, revient avec 1 point, c'est pas mal, hein, ce sera pas un mauvais résultat. Il y a aussi ce match de coupe qui fait qu'à un moment donné, psychologiquement, ça reste dans le... Donc je pense que pour Arsenal, il y a au-delà de l'aspect purement sportif de revenir au nombre de points, mais il y a l'aspect mental aussi qui fait que ils sont souvent maintenant, de ces dernières années, quand il y a la dernière marche à gravir, ils ont tendance à la rater. Donc, Là, le creux, ils l'ont plutôt eu à la période des fêtes. Et ça s'est terminé, cette mauvaise série, par la défaite en Cup face à Liverpool. C'est vrai, on va voir. Maintenant, ils renouent avec la victoire contre Palace et Nottingham aussi. C'est pas non plus. Donc, il faut voir face à une équipe solide, une équipe qui va mettre une intensité de folie dans ce match. Moi, je reste persuadé que c'est un groupe de qualité du côté d'Arsenal, qu'à domicile, dans l'Emirates, ils sont évidemment capables de faire un résultat, mais c'est quand même intéressant de suivre ça, mais sur, je dirais, l'aspect psychologique, et de vraiment se dire, est-ce qu'ils sont cette fois prêts? Il y a le paramètre du terrain, il y a le paramètre aussi psychologique. Ça va être un match passionnant. Et Christian nous propose de faire peut-être le comparatif entre le Arsenal de cette saison, d'un point de vue offensif en tout cas, et le Arsenal de la saison dernière qui avait 5 points, ou c'était 5 points de retard sur Manchester City à la fin de la saison, qui avait craqué sur la dernière ligne droite. Liverpool qui change son modèle offensif, Manchester United qui change de modèle offensif, West Ham qui change de modèle offensif. Alors, pourquoi pas Arsenal qui change aussi son modèle offensif, puisqu'on va le voir directement sur l'infographie. On passe d'une équipe qui, sur la même période, c'est-à-dire après 22 journées, passe de 37 buts sur le jeu dominant placé rapide à 18
Donc c'est la moitié. C'est très étonnant de voir que cette équipe est moins performante dans ce domaine. Ils nous avaient régalé la saison passée en étant les meilleurs dans ce domaine. Par contre, au niveau des phases arrêtées, et là on l'a déjà répété souvent, c'est le fruit d'avoir fait venir un spécialiste des phases arrêtées. On double en phase arrêtée sur la même période. Notamment encore le but de la victoire à Nottingham. C'est encore une rentrée de touche avec un appel contre appel pour se retrouver tout seul devant le gardien. Donc, cette équipe a progressé. Et alors, je voulais juste faire une petite parenthèse. Vous avez vu le but de Bruyne tout à l'heure sur la phase arrêtée qui était le coup franc indirect qui était préparé. Vous avez vu Guardiola qui a sauté dans la tribune, dans son staff pour aller embrasser son spécialiste des phases arrêtées. Eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment une composante super importante. Il faut savoir quand même qu'en 10 ans, depuis la saison 2015-2016, on est passé de 32% de buts sur phase arrêtée à 25%. Donc, ça devient une denrée rare et il faut vraiment utiliser des gens qui sont des spécialistes dans ce domaine. Et Arsenal l'a très bien compris. On peut être beaucoup moins dans le jeu placé, le jeu de plein jeu, mais les phases arrêtées peuvent compenser et les gardent dans la course au titre. Ouais, d'un point de vue mathématique, c'est pas tout à fait compensé. Parce que si je regarde le jeu dominant placé, c'est quasiment moins 20 buts, alors qu'il y a plus 10 buts seulement sur les phases arrêtées. Donc il manque 10 buts quelque part. Oui, même si, parce qu'on avait déjà évoqué ça avec Christian, depuis là, je trouve que dans l'évolution, ou en tout cas dans l'intention de retrouver un peu quand même d'efficacité sur le jeu un peu plus direct et un peu plus rapide, il y a eu des soubresauts de mieux ces dernières semaines. Donc est-ce que ça va se confirmer? J'en sais rien, mais il y a eu des occasions, ils sont créés. Donc on va voir. Sur de la contre-attaque, sur la reconversion. Sur la transition, oui. Transition. Donc il faut pouvoir maintenant concrétiser ça dans les résultats et surtout dans la durée. Donc ça, on verra bien. Mais je trouve que, bon, après, c'est le moment, évidemment, pour tous ces entraîneurs de phase arrêtée d'aller renégocier leur contrat, du coup. C'est bien. On a déjà eu ces discussions avec Christian. C'est sûr qu'il y a un apport. On ne va pas le nier. Il y a un apport, mais voilà, une phase arrêtée, ça reste quand même la première chose. Il faut que ce soit bien frappé. Et ça, malheureusement, il faut l'élément dans son équipe pour pouvoir bien frapper les ballons. Quand vous avez Kevin De Bruyne, c'est une évidence. Voilà, mais je suis d'accord, je comprends l'analyse. On était à 33% il y a quelques années. On est redescendu. On est juste en train de revenir à des normes plus classiques, quoi. Christian veut vous répondre. Oui, les deux buts qui ont été marqués par Manchester City et par Arsenal, c'est sur une rentrée de touche. Donc là, le frappeur, il n'est pas très important. Et sur le ballon de Kevin De Bruyne, ce n'est pas un ballon loin puisqu'il fait une passe à 10 mètres dans le dos du défenseur avec un appel. Donc il y a un vrai travail. Et pour répondre par rapport à Serge en disant la différence entre les 10 buts en termes de phase arrêtée et de jeu dominant placé, bien le 0-1 sur phase arrêtée rapporte 3 points. Les 3 buts ou les 4 buts marqués sur jeu dominant placé ne rapportent que 3 points aussi. Donc, ce qui est important, c'est surtout de gagner. Et 1-0, ça permet 3 points aussi. Voilà, il a toujours réponse à tout, Christian. C'est bien. c'est son cœur de métier. Hein. Évidemment. Bon, il y a l'aspect offensif, Christian, mais il y a aussi l'aspect défensif parce qu'il faut faire la balance entre les deux. Oui, et là, il faut toujours être prudent, évidemment. Il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas encaisser trop. Et notamment pour Arsenal, c'est toujours le même principe. C'est cette transition rapide où ils ont encore pris un but. Là, on a vu sur un kick and rush avec un ballon prolongé le but de Nottingham Forest. Et alors aussi, surtout, c'est les phases arrêtées. On va le voir sur l'infographie. Ils ont encaissé 5 buts sur phase arrêtée. C'est 5 corners, dont 4 qui ont été encaissés en décembre. Donc, ça permet aussi de comprendre pourquoi ça allait un peu moins bien. Il faut essayer de rectifier ça. Il ne faut pas oublier quand même que la saison passée, au deuxième tour, ils avaient encaissé 5 ou 6 buts sur corner et ça leur avait quand même été préjudiciable pour la course au titre. Donc, il faut rectifier ça, les transitions rapides et les phases arrêtées, et notamment surtout les corners. On voit justement les buts récents pris par les Gunners, ici sur une perte de balle, c'est face à Wolverhampton. Et je pense qu'on va revoir derrière le but aussi encaissé à Nottingham mardi soir. Attention, la saison dernière, comme le dit Christian, ils avaient pris quand même pas mal de buts sur corner aussi en fin de saison, et ça avait précipité un petit peu
leur chute dans la course au titre. Là, avec ce qu'on a vu et ce qu'on voit en ce moment du côté des Reds de Liverpool, ils vont être mis sous pression. Il va falloir jouer très très juste, mais ça c'est valable aujourd'hui pour toutes les équipes qui affrontent Liverpool. Liverpool, parlons-en. Bon, on les a vus évidemment briller mercredi soir. Et Christian, vous voulez insister notamment sur cette capacité à amener du danger sur des centres, que ce soit sur le flanc gauche ou sur le flanc droit. On parle depuis très longtemps d'Alexander Arnold d'un côté et l'Écossais Robertson de l'autre, qui est toujours blessé. Mais le danger ne vient évidemment pas qu'à Il est monté. Il est monté, c'est vrai. Il revient dans le parcours. Même si le pourcentage de buts marqués sur centre est vraiment plus bas que les années précédentes, on va le voir, on marquait quand même régulièrement 30% des buts sur des centres. Là, on est à 23% malgré les 2 buts d'hier. Et alors surtout, on le voit aussi ici, c'est que sur les 12 centres qui ont été marqués cette saison, il y en a 10 qui viennent du côté droit et c'est pas avec Connor Brightly que ça va diminuer, notamment avec ces 2 assists. Donc, c'est un peu trop bas encore par rapport au modèle précédent, dans les saisons précédentes par rapport à Liverpool. Mais la saison passée aussi, c'était surtout au 2e tour qu'ils avaient remonté ce niveau de but sur centre. Et donc, il faut faire attention. Ce qui serait bien, c'est quand même d'avoir un peu plus d'apport venant du flanc gauche parce que hier, le but sur centre, c'est Darwin Núñez. Donc, ce n'est pas nécessairement un spécialiste qui a donné cet assist. Donc, il faudrait un petit peu plus venant du flanc gauche pour pouvoir équilibrer et être encore plus surprenant et avoir plus d'options. On a vu Mohamed Salah à l'assist sur le premier but ici. On l'a vu dans l'infographie. Il est toujours blessé. Bon, l'Égypte est éliminée, donc il est plus à la CAN, ça c'est sûr. Mais il est toujours blessé, donc il ne sera pas là. Ceci dit, ça n'a pas l'air de trop freiner l'élan. Non. Et si je vous dis 16 buts et 17 assists. Je vous parle de qui à Liverpool? Cette saison, Oui. 16 buts pour un seul joueur. 16 buts, 17 assists. Ce sont les joueurs qui sont montés au jeu. D'accord. Darwin Núñez. 16 buts et 17 assists. Vous imaginez un peu, personne ne fait mieux. Arsenal, c'est pas mal non plus. Ils sont 2e avec 13 buts et 7 assists. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive dans le 11 de départ, on sait déjà qu'avec les joueurs qui vont monter sur la pelouse, on risque d'avoir de sacrées surprises. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, mais c'est le dernier jour du mercato. Ce jeudi, un mercato très banal. Je pense qu'on n'a jamais aussi peu dépensé dans un mercato d'hiver en Angleterre qu'en 2024. Par contre, Liverpool a, sur plusieurs fenêtres de mercato, essayé de renforcer. Et justement, il y a des joueurs offensifs maintenant, même quand Salah n'est pas là. Il y a plein de joueurs qui sont capables de prendre42 offensif en main. En lisant les articles qui parlent de Klopp, puisque c'était l'homme en vue, évidemment, depuis son annonce, plus de 42 joueurs exactement sont sortis de leur école de jeunes et ont eu du temps de jeu avec l'équipe première. 42, vous imaginez un peu, ouais, ça représente aussi de l'argent, beaucoup d'argent. Mais ça, c'est relativement nouveau, en tout cas du côté de Liverpool. Hier encore, en fin de rencontre, il donne du temps de jeu à un jeune qui s'appelle Clark, qui a 18 ans, qui est un ex de Newcastle, qui a été cherché il y a 3-4 saisons, qui a joué avec les U23 et qui aujourd'hui, je pense que c'était la 2e fois qu'il montait au jeu. Un peu de temps de jeu, mais quand même touche un peu. Et puis, il y a ce phénomène Bradley, parce qu'il faut reconnaître que c'est assez phénoménal ce qu'il réussit hier. C'est son deuxième match en Première Ligue. Et c'est vrai que hier, c'est l'homme du match. Il marque, il donne un assist. Et en plus de ça, parce que si ce n'était que ça, et en plus de ça, j'ai envie de dire que défensivement, il fait plus que le job. Hier. Et quand il descend, c'est pour laisser monter Alexander Arnold. Imaginez un peu le potentiel, quoi. Ouais. Mais ce qui est vraiment impressionnant avec Liverpool dans le match d'hier, le problème c'est toujours de savoir si c'est impressionnant du côté de Liverpool ou si c'était vraiment faiblard du côté de Chelsea. Mais c'était sans doute un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Mais parce qu'on l'a relevé hier dans le match, c'est que finalement, vous voyez le match, ils ont je dirais que la possession de balle est assez, équilibrée, oui. Assez équilibrée. Donc la différence se fait ailleurs. Dans quoi? Dans l'intensité. L'intensité hier de Liverpool, mais l'intensité et la verticalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça part à une vitesse, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier, il marque 4 fois, mais il y a 4 poteaux hier aussi dans le match. Pour un seul joueur, Núñez, c'est d'ailleurs un record en Première Ligue. Oui, tout à fait, avec un pénalty raté d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un petit peu le cas aussi dans le match de Cup entre Arsenal et Liverpool. Il y a eu plus de possession pour Arsenal.
bon, ça vaut ce que ça vaut, mais les expected goals, donc les buts attendus, étaient supérieurs du côté de l'Arsenal. C'est quand même Liverpool qui a été gagné, qui a été battre Arsenal 0-2. Ouais, c'est de recherche de l'efficacité du jeu. Donc moi, je trouve qu'en tout cas, cette équipe hier m'a laissé une super impression. Et je trouve que, parce que qu'est-ce qui était le plus frappant hier? Bien sûr les occasions, bien sûr la force offensive, bien sûr. Mais ce qui était le plus frappant hier, c'est la réaction à la perte de balle. C'était incroyable. C'était à 3, à 4, boum, directement sur le porteur du ballon. Légendaire contre-pressing. Oui, alors on en a parlé hier, parce qu'on dit toujours Jürgen Klopp, il a amené ça en Angleterre, c'est pas lui qui l'a inventé non plus. Bien sûr, on n'a jamais dit ça, voilà. bien sûr. Mais oui, et c'est pour ça que je pense que le fait qu'il ait annoncé son départ relativement tôt, et le fait que des joueurs se trouvent aussi dans la même situation peut-être d'une fin de cycle à Liverpool, ils ont peut-être envie d'écrire tous ensemble une belle dernière histoire, et que finalement tout ça va parfaitement se mettre dans le temps, et que ça va être une équipe extrêmement dangereuse. Après, peut-être qu'on a un autre discours la semaine prochaine parce qu'ils sont en difficulté des côtés d'Arsenal. Mais je pense qu'Arsenal va devoir être très fort quand même. En tout cas, il y a un moment de la rencontre où Liverpool est très très efficace. C'est à partir de la 75e minute ou de la 76e minute, donc dans le dernier quart d'heure et dans le temps additionnel, Christian. Pas uniquement, parce que le troisième quart d'heure aussi de la première mi-temps, ils sont vraiment très impressionnants avec 10 buts marqués. C'est la meilleure performance en Première Ligue. Mais ce dernier quart d'heure, ça c'est époustouflant. Ils ont marqué 20 buts, notamment encore un but hier. 20 buts marqués pour 5 buts encaissés seulement. Donc, comme disait Bruno, comme disait Jean-François, c'est vraiment un bloc, c'est une force de frappe, c'est une équipe qui peut faire mal jusqu'au bout, et qui vous punit et qui n'a pas de scrupules à vous enfoncer jusqu'à la dernière seconde. Et donc, ça, c'est un atout, c'est une force qui n'est pas négligeable, parce qu'on sait que de toute façon, il y a physiquement et psychologiquement, il y a une plus grande faiblesse dans les derniers quarts d'heure de chaque mi-temps. Et eux, apparemment, eux n'ont pas cette faiblesse, puisqu'ils peuvent vous punir à n'importe quel moment de ces 2 quarts d'heure. Et c'est ce qui fait la différence pour le moment entre Liverpool, Arsenal ou même Manchester City. C'est tous ces points qu'ils ont réussi à aller chercher dans les dernières minutes. Ce sont tous ces duels, vous le voyez, ce sont tous ces duels gagnés au moment où votre adversaire, lui, met un petit temps d'arrêt. Ça, c'est magnifique à observer. À 20 minutes de la fin hier, il change 4 joueurs. Je pense peut-être même 25. Enfin, et puis on sent que l'équipe, pendant quelques minutes, perd un peu d'intensité. On voit Chelsea qui sort un tout petit peu la tête de l'eau, et puis c'est reparti, la machine se remet en route. Et en une fois, on se dit finalement, les 4 qui sont sur le terrain maintenant sont... Et avec toujours la même intensité. Je pense qu'il y a des joueurs plus forts que d'autres, mais il y a un lien entre tous, c'est que si tu veux jouer dans cette équipe, si tu veux avoir du temps de jeu, ta dépense athlétique doit être de toute façon, au top. Manchester City les oblige à être comme ça, oblige Arsenal, oblige Liverpool à être comme ça pour au moins disputer le titre jusqu'à la dernière ligne droite. Sinon, vous allez avoir City champion avec 9 points d'avance de nouveau. Mais est-ce qu'on peut être capable d'être comme ça à bloc pendant toute une saison? Moi, je pense je regarde, il restait quoi, 8 matchs à domicile à jouer maintenant? Non, 7 maintenant. Maintenant 7. Donc là, on va avoir cette fête, parce qu'évidemment, tout le public, ils sont fous, ils sont derrière Jürgen Klopp. Il y a d'ailleurs parce que l'atmosphère, les 61 000 personnes qui sont là dans ce stade sont évidemment extraordinaires toujours, mais plus particulièrement encore maintenant. Puisque... Il y a une effervescence, c'est encore plus particulier. Oui, et chaque match sera une fête, et chaque match va faire qu'on arrivera au bout de cette aventure incroyable avec le Jürgen Klopp. Donc moi, je trouve que pour eux, je suis assez positif pour la fin de saison. Après, ils vont à l'Emirates, on sait que c'est une bonne équipe en face, et qu'un match reste... C'est presque le match de la dernière chance pour Arsenal. Oui, c'est pour ça que peut-être que ce week-end-ci, peut-être Arsenal doit avoir ce petit supplément d'âme qui devrait leur permettre peut-être de passer au-dessus. Mais passer au-dessus de Liverpool pour l'instant, il faut être fort. Un match passionnant en tout cas à suivre. Vous serez aux commentaires.
Un peu, mon neveu. Un peu ensemble. Oui. Eh bien, On est voilà, prêts, le nous, rendez-vous on va déjà s'installer. Hein. Rendez-vous à 17h30, prise d'antenne quelques minutes plus tôt, dimanche. Voilà pour ces deux rencontres qu'on a analysées en compagnie de Christian et de Vision du Jeu. Le programme de ce week-end, on rappelle d'abord, je le fais encore une fois, que ce soir 20h30, il y a West Ham Bournemouth et à 21h15, Wolverhampton Manchester United pour ceux qui voient l'émission, qui assistent à l'émission en tout cas ce jeudi soir. Samedi. Everton, Tottenham. Everton en position de relégable. Est-ce qu'ils vont récupérer des points? Ou est-ce qu'ils vont encore en perdre parce Ou est-ce que qu'il faut encore en on perdre? en parle encore pour peut-être une autre punition. Goals of the Day, samedi 14h45. Et Villa en déplacement, il est temps que Villa se réveille. On a vu tout à l'heure dans les faits là, que c'était une équipe qui avait une victoire en 5 matchs. Ouais. Il est temps de se reprendre. Du côté de Sheffield qui doit aussi gagner des points pour sortir de la zone rouge. Dimanche, on en a parlé, Manchester United, West Ham, c'est en parallèle Chelsea, Wolverhampton. Et puis le gros match à partir de 17h20, donc avec Bruno et Jean-François. Et on termine lundi. En toute décontraction, City observera le classement général et ira affronter Brentford. Aujourd'hui, on est à l'abri d'aucune surprise. On vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur la communauté Discord en compagnie de Christian et de Vision du Jeu. Oui, je suppose qu'il sera là aussi avec nous ce week-end. S'il n'est pas là, il n'y a pas de communauté. Donc, non, mais en dehors du fait, vous savez, quand on commente les matchs, il est avec nous pendant tout le match, il nous envoie des informations, il réagit à ce qu'on peut dire en commentaire aussi. Donc voilà, il a un rôle, un lien, j'ai envie de dire aussi, avec les abonnés qui nous regardent d'une part et les commentaires qu'on fait d'autre part. Donc voilà. Voilà, vous avez quelque chose à rajouter, Christian, sur cette présentation de Jean-François? Non, mais au-delà de ce lien qu'on a avec Discord, ce qu'on peut observer surtout, c'est que il y a aussi des liens qui se tissent entre les abonnés, et donc on a des dialogues entre abonnés dans d'autres matchs où on ne fait pas en fait Discord, mais eux viennent sur Discord pour pouvoir commenter n'importe quel match, et ça, je trouve que c'est vraiment très chouette d'observer ça. La communauté des passionnés de Première Ligue et de football anglais. Ce que nous sommes tous. Ce que nous sommes tous, effectivement. Vous pouvez nous suivre également sur les différents réseaux sociaux, que voici, que voilà. Et je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, il nous reste à donner rendez-vous pour encore plein de matchs, pour plein de bons moments à suivre ce week-end sur vous, Sport World, en compagnie de la Première Ligue. Merci Jean-François. Et ce soir, c'est la 7e ou 8e ou peut-être 10e fois que je le dis. Donc 20h30, juste après l'émission, West Ham Bournemouth. Et à partir de 21h15, Wolverhampton Manchester United. Voilà, on ne peut pas être plus complet que cela. Merci Jean-François. Merci Bruno. Merci à Christian. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Nouvelle journée de Première Ligue ce week-end sur vous Sport World. Samedi dès 13h25, suivez Everton Tottenham. À 15h45, le traditionnel Goals of the Day avec Brighton face à Crystal Palace, Burnley qui accueille Fulham et Luton Town qui se déplace à Newcastle. Et à partir de 18h25, retrouvez Sheffield United Aston Villa. Ensuite, dimanche, dès 14h55, profitez de Manchester United West Ham sur vous Sport World 1 et de Chelsea Wolverhampton sur vous Sport World 2. Et à 17h20, vivez le choc de cette journée entre Arsenal et Liverpool. Enfin, lundi, après l'Europe des 11, suivez le déplacement de Manchester City à Brentford. Le mois de février démarre bien avec la Première Ligue sur vous Sport World.